Bonjour, je suis M. Bridadli, maître de conférence B au CHU Oran, service chirurgie pédiatrique. Donc l'intitulé du cours d'aujourd'hui, c'est le diagnostic d'une hanche douloureuse chez l'enfant. Comme introduction en généralité, la hanche pose un problème de pathologie pédiatrique courante. Les étiologies sont nombreuses et variées. Il faut savoir que la hanche est une articulation profonde et qui est peu accessible à la palpation. Et l'atteinte chez l'enfant survient sur une articulation qui est en croissance. Et la manifestation sémiologique principale, c'est la boiterie antalgique. Quelle est la stratégie diagnostique? Donc cette stratégie diagnostique repose sur deux grands symptômes qui peuvent être associés et qui peuvent être révélateurs, la douleur et la boiterie. Le diagnostic est souvent évident par des moyens qui sont simples. Les moyens sophistiqués ne sont utiles que dans un nombre restreint des cas où il y a un doute diagnostique. La première étape de la démarche diagnostique est d'affirmer cliniquement l'atteinte de la hanche et ce n'est pas toujours facile. Donc généralement, les parents amènent leur enfant ils te disent qu'il refuse de marcher, qu'il ne peut pas poser son pied par terre, qu'il boite, qu'il a une douleur localisée en membre inférieur et ces gestes sont asymétriques, surtout quand il s'agit d'un nourrisson. Après les motifs, les éléments du diagnostic. Donc les éléments diagnostiques reposent sur un interrogatoire bien précis, des examens complémentaires bien cliniques minutieux et des examens complémentaires. Pour l'interrogatoire, l'âge étant lui-même un bon élément d'approche diagnostique. Il y a les antécédents familiaux à la recherche de pathologies neurologiques, rhumatismales. Il faut rechercher dans les antécédents personnels si l'enfant a fait des épisodes antérieurs, s'il y avait une infection récente, c'est un enfant sportif ou pas. Et parmi les signes cliniques, c'est la douleur et la boiterie. Donc, quelles sont les circonstances d'apparition de cette douleur ou bien de cette boiterie? Est-ce que suite à un traumatisme ou pas? Est-ce que cette douleur est ancienne? Le caractère mécanique ou inflammatoire de la douleur? Le siège, son type, son intensité, son horaire, est-ce que c'est une douleur qui est diurne, qui est nocturne? La recrudescence nocturne, c'est en faveur d'une douleur qui est inflammatoire ou bien tumorale. Le caractère permanent ou intermittent donne une boiterie. Il faut rechercher s'il y a une atteinte d'autres articulations qui peuvent nous orienter vers un diagnostic. Donc cette orientation diagnostique va nous amener soit vers une douleur qui est aiguë ou chronique. Est-ce qu'elle survient dans un contexte fibride ou pas? Est-ce qu'elle s'accompagne avec une altération de l'état général? Est-ce que c'est une douleur avec ses caractéristiques, c'est-à-dire intense, atroce, brutale, continue et qui entraîne une insomnie? Le temps essentiel pour un examen clinique, c'est-à-dire c'est de faire un examen en position debout, en position assise, puis la position couchée, et de façon bilatérale et comparative. Si on fait l'examen d'une hanche, il faut toujours examiner l'autre hanche. Donc ça doit être bilatéral pour qu'on puisse comparer la hanche pathologique et la hanche qui est saine. Donc comme on l'a dit, la manifestation sémiologique principale, c'est la boiterie antalgique. Et la boiterie, on a deux types de boiterie. La boiterie d'esquive, c'est-à-dire évitement de l'appui. C'est-à-dire l'enfant, il évite d'appuyer. À ce moment-là, l'enfant réduit le temps d'appui au sol du membre pathologique. Il faut garder à l'esprit qu'une boiterie ne témoigne pas obligatoirement d'une atteinte de la hanche. Une douleur au niveau du genou projetée au niveau de la hanche. Des fois, une douleur qui se trouve au niveau de la hanche, plutôt au niveau du genou, peut donner une boiterie au niveau de la hanche.
Une attitude vicieuse du membre inférieur, il faut rechercher s'il y a une rotation interne, externe plutôt, voir s'il y a un fléchissement de la hanche. Et il faut faire l'amplitude des mouvements, c'est-à-dire s'agit-il d'une limitation des mouvements. Dans la majorité des cas, l'abduction et la rotation interne sont les deux premières amplitudes affectées. Il y a une diminution de l'amplitude ou bien une raideur de ces mouvements. Il faut rechercher également à l'examen clinique une éventuelle amyotrophie musculaire, surtout du quadriceps, le grand et le moyen fessier, qui sont les maîtres symptômes de la chronicité. Une fois l'étape franchie, on arrive à l'amyotrophie musculaire, ça veut dire qu'on est dans la chronicité. Il faut rechercher des points douloureux en palpant le relief du bassin, surtout la crête iliaque, et l'extrémité supérieure du fémur. Il faut palper les épineuses lombaires, les masses paravertébrales. L'examen du rachis fait partie du bilan clinique. Les masses musculaires et les trajets tendineux de l'ensemble du membre inférieur. Et ensuite, il faut faire un testing neuromusculaire pour évaluer l'amplitude, pour évaluer la force neuromusculaire de l'enfant. L'examen clinique se termine par un état général, c'est-à-dire l'examen de l'état général. La température est notée à la recherche de fièvre, l'examen des autres articulations, l'examen des aires embryonnaires et l'examen abdominal à la recherche d'une éventuelle splénomégalie. Donc pour les examens complémentaires, la radiographie, souvent, elle permet de poser le diagnostic et c'est la clé du diagnostic. Une simple radio du bassin de face permet d'apprécier s'il y a une interdine articulaire, la sphéricité de la tête fémorale, la recherche du U cotyloïdien, le cadre ischio-pubien, la iliaque, les rapports tête-cotyle. Au terme de cette étape radiologique, on a deux cas de figure, soit que la radio est parlante, quand par exemple on a une ostéochondrite et bien épiphysiolyse. L'ostéochondrite, c'est une ostéonécrose de la tête fémorale et l'épiphysiolyse, c'est la bascule ou le glissement de la calotte épiphysaire. Soit la radio est peu évocatrice ou muette et le bilan à ce moment-là sera complété par des examens biologiques ou bien une échographie. Qu'est-ce qu'elle va nous montrer, l'échographie? Donc c'est un examen qui est simple, qui est fiable et peu coûteux pour le diagnostic d'un épanchement intra-articulaire. Donc il affirme s'il y a la présence du liquide en intra-articulaire, affirme s'il y a un épicissement ou bien une hypertrophie de la synoviale et utilisée surtout chez le petit enfant. Elle ne permet par contre pas de préciser la nature du liquide ni sa quantité. Au terme de cet examen, on décidera de la ponction articulaire ou bien de l'arthroscopie. Pour les examens biologiques non systématiques devant une hanche douloureuse chez l'enfant, demandez ces examens biologiques, elles sont demandées en fonction de l'examen clinique et radiologique et la pathologie suspectée. Les plus utiles, c'est la numération formée sanguine, la vitesse de sédimentation et la C-réactive protéine. Leur normalité ne permet pas d'éliminer une étiologie infectieuse ou inflammatoire. La ponction articulaire, on peut la considérer comme un acte chirurgical indiqué devant un épanchement articulaire et qui a un double but. Un but diagnostique pour rechercher la nature du liquide et faire une étude cytobactériologique pour isoler le germe. Et le deuxième but, il est thérapeutique, permet d'évacuation du liquide et un lavage articulaire et faire une étude d'un antibiogramme pour guider l'antibiothérapie. On a la scintigraphie au technétium 99 indiquée dans 3 circonstances. Si le bilan écho-radiologique est normal, complément d'exploration d'une pathologie diagnostiquée grâce à ce premier bilan et la persistance des signes cliniques. Permettra également de mettre en évidence une pathologie de la hanche tumorale, infectieuse ou ischémique comme l'ostéochondrite au stade précoce.
l'hyperfixation, ça témoigne d'une hyperémie et ça témoigne également d'un processus inflammatoire ou bien infectieux. Hypofixation, il y a une ischémie. L'IRM et le scanner, aucune indication d'urgence, on peut l'indiquer en deuxième intention pour les cas particuliers d'ischémie ou bien de tumeur. L'arthroscopie trouve sa place devant la persistance des signes cliniques, devant un élargissement de l'interligne articulaire, si la ponction n'a pas ramené de liquide, ou bien l'échographie synoviale, la synoviale est hypertrophiée, ou bien il y a la présence d'un épanchement cloisonné. L'arthroscopie devait se substituer à l'abord direct de l'articulation. Donc il vaut mieux pratiquer une arthroscopie au lieu d'aller aborder chirurgicalement l'articulation. Donc maintenant on passe au diagnostic étiologique. Donc on a la pathologie infectieuse ou inflammatoire. Donc dans ce cas de figure, on a soit la pathologie aiguë, c'est-à-dire l'ostéoarthrite septique ou bien le rhume de la hanche, soit la pathologie subaiguë et chronique, arthrite juvénile idiopathique, ou bien une synovite vilonodulaire. Pour la pathologie mécanique, on a soit l'ostéochondrite primitive de la hanche, soit l'épiphysiolyse, soit la chondrolyse. On a également la pathologie tumorale. On a soit les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Les tumeurs bénignes, c'est les ostéoïdes surtout, et les tumeurs malignes et les hémopathies. La pathologie traumatique, c'est surtout les apophysites. L'apophysite, c'est l'inflammation des apophyses. Maintenant, on a une ostéoarthrite septique. L'ostéoarthrite septique, il faut savoir que c'est une urgence diagnostique parce qu'il y a un risque de dégradation rapide des structures ostéoarticulaires. Elle survient chez un enfant jeune en 3 et 4 ans et le début est brutal. C'est une douleur intense, nocturne, entraînant une impotence fonctionnelle avec raideur, une fièvre à 39-40 et la biologie montre une hyperleucocytose avec une VS qui est accélérée. La radio au début elle est normale ou pseudo-élargissement de l'interligne. Tardivement, on a une excentration de la tête fémorale. L'échographie elle montre un épanchement et hypertrophie synoviale. La scintigraphie peut montrer une hyperfixation et c'est une urgence thérapeutique qui nécessite une hospitalisation, une ponction lavage de l'articulation, un prélèvement bactériologique, immobilisation ou bien immobilisation soit par un plâtre, soit par une traction, plus une antibiothérapie par voie parentérale. Voilà, ça c'est une hanche qui est normale, la tête qui est en sa position, et ici on voit un élargissement de l'interligne articulaire. Tout ça est plein de liquide et ce liquide infectieux qui a fait excentrer la tête fémorale en dehors. Donc il y a un élargissement de l'interligne articulaire. Il y a la synovite aiguë transitoire ou bien ce qu'on appelle un rhume de hanche. Elle est secondaire à une infection aiguë des voies aériennes supérieures, généralement c'est viral. Elle survient 7 à 10 jours après l'infection rhinopharyngée. C'est un diagnostic d'élimination. Donc l'âge il est de 3 à 7 ans. Et le diagnostic différentiel principal, c'est l'ostéoarthrite primitive de la hanche avant l'apparition des signes radiologiques, appelé également ostéochondrite primitive de la hanche stade 0. Le début est souvent brutal, douleur matinale au réveil, plus boiterie le matin, mais un signe important pour la différencier de l'ostéoarthrite infectieuse, elle est non fébrile et la radio est normale. Et l'échographie, il montre un épanchement sans épaississement synovial. La biologie est normale et la scintigraphie ultérieure pour exclure une ostéochondrite primitive de la hanche qui peut être normale ou hyperfixation. L'affection bénigne sans séquelles et disparition des signes cliniques en quelques jours, 5 à 8 jours. Le traitement repose sur le repos, les anti-inflammatoires et les antalgiques. Pour l'arthrite chronique juvénile idiopathique,
c'est une forme qui est monoarticulaire. L'affection articulaire inflammatoire avant 16 ans, généralement l'âge moyen de 10 à 12 ans, ayant duré au moins 3 mois. Elle est rare au niveau de la hanche. C'est une douleur progressive avec un dérouillage matinal assez lent et rapidement une raideur avec poitrine. On trouve une notion d'hérédité familiale. La radiologie est normale, la biologie est normale ou bien non concluante. La biopsie sous arthroscopie pose le diagnostic et c'est ça l'intérêt de l'arthroscopie. Le traitement repose sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens plus la rééducation. La synovite vilonodulaire, elle est rare, entraîne une douleur plus raideur plus boiterie. Et l'IRM évoque le diagnostic qui montre un aspect hyperplasique de la synoviale avec dépôt d'hémosidérine. Le diagnostic de cette étude, c'est la biopsie sous arthroscopie et le traitement, c'est la synovectomie qui consiste à aborder la hanche soit par arthroscopie, soit par abord chirurgical et d'enlever toute la synoviale. L'ostéochondrite primitive de la hanche, ou ce qu'on appelle la maladie de Lech-Peters-Calvé, c'est une nécrose ischémique de l'épiphyse supérieure. Elle survient surtout chez les garçons entre 5 et 9 ans. Le début est insidieux, ce qui donne le retard diagnostique, la boiterie surtout le soir et la douleur au niveau du pli de l'aine. C'est une douleur qui est mécanique, intermittente, rythmée par le repos et la fatigue. Limitation du volant d'abduction plus la rotation interne. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire, pas de fièvre, biologie normale. Et la radiologie, au début, elle est normale, aux lignes claires, sous-corticales, ce qu'on appelle un coup d'angle. Voilà, ostéochondrite primitive de la hanche, stade précoce, ce qu'on appelle une fracture sous-chondrale en coup d'angle. Donc, ensuite, on a les 3 phases. La phase de densification ou de nécrose, la phase de fragmentation céphalique et la reconstruction ou le remodelage. La scintigraphie montre ce qu'on appelle le trou scintigraphique hypofixation épiphysaire. Le traitement il est lent, suivi de 2 à 3 ans, assuré par des chirurgiens et des fois on est obligé de faire des tractions collées et l'interdiction d'appui et de orthèses et des fois on est arrivé à opérer ce genre de malade, surtout dans les stades de remodelage ou de reconstruction pour assurer une bonne couverture de la tête fémorale. Voilà le stade de condensation. Ensuite, on a le stade de fragmentation. On voit que l'épiphyse est fragmentée. Ensuite, après cette fragmentation, il y aura une reconstruction, d'accord, de cette épiphyse. Et après, on a la reconstruction complète avec un remodelage. Et des fois, il y a une excentration ou bien une déformation de la tête qui nécessite une couverture par une ostéotomie au niveau du bassin pour faire une bonne couverture de la tête fémorale. Après l'ostéochondrite, on passe à l'épiphysiolyse. Donc il faut savoir que l'épiphysiolyse est un glissement non traumatique de la calotte épiphysaire. On la voit bien sur la radiologie, c'est un glissement de la calotte épiphysaire sur la métaphyse fémorale supérieure, le plus souvent en arrière et en dedans. C'est une urgence thérapeutique en raison du risque d'une nécrose définitive de l'épiphyse. Première cause de douleur chez l'adolescent et elle survient en période péripubertaire, 12 ans chez la fille, 14 ans chez le garçon. Elle survient surtout chez les enfants qui sont obèses, prédominance masculaire à 70% et les formes unilatérales 20% des cas. La forme aiguë, quand elle est détectée moins de 3 semaines et chronique, elle est détectée dans 85% des cas. Généralement, ça passe inaperçu, on s'aperçoit 85%, on le dépiste à chronicité.
Donc la radiologie, elle affirme le diagnostic. C'est la ligne de Klein qui est la tangente au bord supérieur du col. Le traitement repose sur la suppression immédiate de l'appui, la traction éventuelle purement antalgique et surtout intervention rapide pour fixation par vis et fixation préventive contralatérale. Voilà la ligne de Klein côté sain, la ligne de Klein qui est la tangente sur le col et qui coupe une partie de l'épiphyse. Le côté malade, si on trace la tangente au col, cette tangente ne coupe pas une partie de la tête. Ensuite, il y a une diminution de la hauteur de l'épiphyse. Le côté sain, la hauteur est correcte. Par contre, le côté malade, il y a une diminution de l'épiphyse. Il y a un élargissement et un aspect feuilleté de cartilage. Voilà, le cartilage, il y a un élargissement du cartilage. Il y a un aspect feuilleté du cartilage. La chondrolyse de hanche ou bien la coxite laminaire, c'est une nécrose du cartilage articulaire. C'est une douleur modérée plus enraidissement qui disparaîtra sous anesthésie générale. La radio montre un pincement de l'interligne articulaire et il montre une soudure du cartilage de conjugaison. L'évolution peut se faire soit vers la récupération lente et progressive de la mobilité articulaire, qui est de 10 à 30% des cas, et l'arthroplastie totale à moyen ou à long terme. On a les tumeurs bénignes ou bien ostéome ostéoïde. C'est une douleur nocturne calmée par l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est une boiterie qui entraîne une amyotrophie musculaire si le diagnostic est tardif. Et la radiologie de face montre une localisation à la face interne du corps au cotyle, rarement nidus. Le nidus est une image lithique qui est cerclée d'os condensés. Et la scintigraphie et le scanner, c'est le vrai diagnostic qui permettront de poser le diagnostic et le traitement qui consiste à l'extraction du nudus au trocar sous contrôle tomodensitométrique et de faire une biopsie exérèse. Les tumeurs malignes et hémopathie. Les tumeurs malignes entraînent généralement une altération de l'état général et des sueurs nocturnes. On a le sarcome d'Ewing du bassin qui est le plus fréquent. Et on a les métastases osseuses d'un neuroblastome, surtout enfants âgés de moins de 5 ans. Pour les hémopathies, c'est surtout les leucémies aiguës lymphoblastiques. Et on a les lymphomes. Et c'est surtout la formule et le myélogramme qui montrent la prolifération tumorale. Voilà, on note une métastase osseuse au niveau de l'extrémité supérieure. Le fémur, c'est une métastase d'un neuroblastome. Et on a les pathologies traumatiques. On a la fracture supériorité du tibia ou fracture aux cheveux. Elle est fréquente chez l'enfant à l'âge de la marche jusqu'à 2 ans. Et c'est une boiterie ou refus d'appui. Douleur à la torsion, radiologie normale ou presque, mis à part cet aspect aux cheveux. Et la guérison, elle est spontanée. Et comme on a dit, la radiologie montre un aspect de cheveux tanches. Cheveux tanches. Pathologie traumatique ou apophysite de croissance. Souvent avec la pratique sportive, c'est des enfants âgés de 11 à 15 ans. Diagnostic est facile, aisé à identifier, à objectiver chez le grand enfant ou l'adolescent. C'est un décollement aigu des apophyses, petit trochanter avec ossification irrégulière, lésions provoquées par la mise en tension violente d'une structure musculaire. Les arrachements chroniques, ostéochondrose, les microtraumatismes entraînent une modification de l'ossification. Le traitement repose sur la suppression des activités sportives pendant 3 à 12 mois. Pathologie traumatique ou bien apophysite de croissance, maladie d'Usgut-Schlöter. Donc c'est un Allemand qui a identifié cette maladie, d'où son nom, Usgut-Schlöter.
Donc elle survient chez les adolescents entre 12 et 14 ans. C'est une apophysie tibiale antérieure qui est bien visible sur la radio. C'est une fragmentation de l'apophyse tibiale antérieure. Donc c'est une douleur et une tuméfaction antérieure. L'évolution se fait par poussée et elle est de bon pronostic après un repos qui peut durer quelques mois, quelques années. On aura une reconstruction de cette tuberosité tibiale antérieure. On a la pathologie traumatique ou bien apophysique de croissance, maladie de Cervera qui survient chez les enfants entre 8 ans et 15 ans. C'est une apophysite calcanéenne postérieure, survient dans un tableau clinique de douleur et de gonflement, du moment que le talon c'est une zone d'appui, donc la douleur est évocatrice. Il y a les ostéochondrites de l'os naviculaire, une maladie de Kohler. L'installation est souvent progressive. La boiterie d'esquive, elle essaye d'esquiver, elle n'essaye pas de poser son membre qui est atteint. Elle survient chez un enfant entre 4 ans et 8 ans. Et il y a des douleurs et des gonflements. La marche se fait à bord externe du pied. Voilà. L'atteinte, on la voit bien sur la face et sur le profil. En conclusion, devant une boiterie douloureuse, argumenter les principales hypothèses de diagnostic et justifier les examens complémentaires pertinents. L'âge constitue un bon indice diagnostique. Entre 0 et 3 ans, une cause mécanique, soit une chaussure ou bien des chaussures inadaptées, soit un corps étranger plantaire ou bien pathologie des fanères. Une cause traumatique, parfois méconnue à l'origine d'une fracture supériorité fémorale ou tibiale, ou bien une infection ostéo-articulaire. Entre 3 et 10 ans, on a soit le rhume de hanche, surtout les enfants entre 3 et 7 ans, et l'ostéochondrite primitive de la hanche entre 5 et 9 ans. Les enfants prépubértaires ou pubertaires de 10 à 15 ans, c'est surtout les épiphysiolises. Les points essentiels à retenir: toute boiterie dans un contexte fébrile est une infection jusqu'à la preuve du contraire. À tout âge, une infection ostéo-articulaire, une tumeur ou une hémopathie doit être éliminée de principe avant d'évoquer les autres diagnostics. Un enfant ne boite jamais. Pour faire son intéressant, il y a presque toujours un diagnostic de pathologie organique derrière une boiterie. Un genou qui pleure, c'est peut-être une hanche qui souffre. Le diagnostic le plus urgent, une ostéoarthrite. Le diagnostic le plus souvent méconnu d'épiphysiolyse fémorale. Le rhume de hanche est un diagnostic d'élimination. Et je vous remercie.